AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour les épiceries solidaires, c'est votre cause aujourd'hui. On va en parler dans un instant avec votre invitée, Ketty Rios-Palma, qui est la réalisatrice du documentaire. Le début de la fin, ce sera diffusé mercredi soir sur France 2 dans Infrarouge. Pourquoi avoir choisi cette cause aujourd'hui, Muriel ? Parce que c'est un sujet d'importance, un sujet d'actualité. Les derniers sondages nous le prouvent, les Français ont de moins en moins d'argent pour vivre au quotidien. Alors en France, le nombre de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire a triplé en 10 ans. 8 millions de personnes en bénéficient actuellement. Avec la prise de conscience accrue des problèmes de précarité et de montée des difficultés économiques pour certains, il est devenu évident que de nouvelles formes de solidarité et d'aide étaient nécessaires. Ainsi, sont nées des épiceries solidaires où des personnes qui ont un reste à vivre journalier de moins de 5 euros, vous avez bien entendu, de moins de 5 euros par jour à consacrer à l'alimentation, peuvent venir choisir et acheter des produits alimentaires et d'autres biens essentiels à des prix très faibles, en moyenne inférieure de 80% à ceux pratiqués ailleurs. Alors pour y accéder, c'est pas si simple. Il faut la prescription d'une assistante sociale qui décidera, en fonction de votre niveau de précarité, la durée d'accès à cette aide. Si le rôle des épiceries solidaires est essentiel dans la lutte contre la précarité alimentaire et dans le renforcement du lien social, la sortie de l'isolement et l'accompagnement pour un futur meilleur, force est de constater qu'elles ont beau monter en puissance, les besoins augmentent aussi. L'inflation, le coût de la vie, met à mal les personnes et les familles de la classe moyenne, car ce sont, oui, majoritairement elles qui, le temps de surmonter une période difficile, un chômage, une maladie, un divorce, une voiture qui va se casser, y ont recours. 41% des utilisateurs ont entre 26 et 59 ans et la majorité sont des femmes. Alors, quand on ne peut plus se nourrir convenablement, quand on ne peut plus que penser à comment nourrir ses enfants, quand il ne reste que 5 euros par jour pour s'alimenter, la vie devient cruelle. Car devoir faire appel aux aides reste un défi émotionnel et social pour les personnes qui n'ont pas d'autre choix. C'est bien plus qu'une simple démarche pour combler un besoin. C'est le reflet d'une vulnérabilité, d'un moment de vie où le soutien extérieur devient vital. Si franchir le seuil d'une épicerie solidaire est un acte empreint de courage, marqué par la crainte du jugement, la confrontation à sa propre précarité et l'ombre d'une stigmatisation sociale, je ne peux que conseiller d'y avoir retour, car le futur est toujours meilleur quand on est accompagné, aidé, entendu et compris. Eh bien, parlons-en avec votre invitée Muriel. On accueille avec plaisir Ketty Rios-Palma. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire Le début de la fin, FAIM, diffusé mercredi soir en deuxième partie de soirée dans Infrarouge sur France 2. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Alors, Ketty, à votre actif, Canal+, France 3, plusieurs séries documentaires sur France Télévisions. Depuis quelques années, vous écrivez et vous réalisez des documentaires engagés personnels comme Incasable. En 2021, Itinéraire d'un enfant placé. Et comme Jean-Marie vient de le dire, mercredi prochain, dans la case Infrarouge, le 4, on diffusera ce documentaire, Le début de la fin, comme vous l'avez très justement intitulé. Alors pourquoi ce documentaire et pourquoi avoir choisi ce lieu très singulier à Poitiers, dont on parlera de façon un peu plus détaillée tout à l'heure? Pourquoi ce film? D'abord, un choc, en fait. Un choc que je pense qu'on est beaucoup à avoir éprouvé en voyant pendant toute la période du Covid les files d'attente qui s'allongeaient devant les distributions d'aide alimentaire. Et en fait, un choc aussi parce que ces files d'attente qui s'allongeaient, elles s'allongeaient parce que les visages qui composaient ces files d'attente, c'était des visages qu'on ne pensait pas trouver là. Et qu'on ne voyait pas avant. Et en fait, je crois que le Covid, vraiment, c'est une question qu'on s'est posée avec mon producteur Olivier Jodarzik. Le Covid a fait ressurgir au grand jour l'insécurité alimentaire. Mais l'insécurité alimentaire dans le sens où elle ne touche plus que les personnes dans la précarité. Dans la très grande précarité. Elle touche aussi plusieurs classes sociales et cette insécurité, elle est due à des causes très différentes. Donc c'est à la fois des chômeurs, des familles monoparentales, des gens qui travaillent mais qui ont un travail précaire, qui touchent pas beaucoup d'argent, les retraités. Et toutes ces personnes, justement, c'est la définition de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire que le Covid les a fait basculer. Voilà, et donc voilà, ce constat était, il fallait qu'on en fasse quelque chose. On avait envie, en tout cas, nous, de l'incarner. Et moi, en général, je fais rarement des films sur un thème ou une idée. Mes précédents documentaires, c'était les films, ils naissaient d'une rencontre, en fait.
Et là, on avait vraiment ce besoin, cette envie de faire un film là-dessus, sur l'insécurité alimentaire, de mettre des visages sur ce concept. Et du coup, voilà, on avait cette envie et maintenant, il fallait avoir les rencontres. Et la rencontre, elle s'est faite. Et la rencontre, elle s'est faite. Vous allez aller à Poitiers et puis exactement. Vous allez rencontrer Chloé. Alors Chloé, elle est dingue, Chloé. C'est un petit bout de femme complètement investie, une énergie de dingue, un bout de femme là, qui est entourée d'une joyeuse bande de bénévoles. Elle a 450 clients et elle connaît les noms et les prénoms de tout le monde. Et non seulement elle connaît les noms et les prénoms de tout le monde, mais en plus elle connaît leur situation familiale, elle leur parle des enfants, elle leur parle des mères. Elle est incroyable cette femme. Elle est incroyable. En fait, quand j'arrive à Poitiers et que je prends contact avec toutes les associations d'aide alimentaire, Chloé, mais comme d'autres, mais elle me dit, viens Katie, tu veux rencontrer les gens, viens les voir par toi-même. Et je savais de toute façon que pour pouvoir faire ce film comme j'avais envie de le faire, il fallait que j'ai quelqu'un qui m'emmène avec elle, qui me présente aux clients de l'épicerie, aux bénéficiaires de l'aide alimentaire, en toute confiance. Et voilà, et Chloé, je pense qu'elle a aimé mon approche, elle avait vu mon travail. Et voilà, et donc elle m'a accueillie, elle m'a présenté, elle m'a dit tu peux parler avec un tel, ou mets-toi dans un coin si tu veux juste regarder comment ça se passe. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et là, on rencontre Sabrina, aide-soignante intérimaire, qui élève seule ses 2 fils, Laurent, qui est artisan photographe sans travail depuis la crise du Covid. On rencontre Lucie et Malik, un jeune couple au chômage qui s'est pris de plein fouet l'inflation. Alors, tous ces gens-là, ils ont un reste à vivre de 7 jours pour s'alimenter. C'est vrai. De 7 jours, de 7 euros par jour pour s'alimenter. C'est vraiment très peu. Hein. Je rappelle pour nos auditeurs que le reste à vivre, c'est ce qui reste quand on élimine les charges. Et ce qui frappe dans votre travail, moi je l'ai vu évidemment, ce qui frappe quand on les entend, quand on les écoute, c'est leur extrême dignité. Et leur obsession de ne pas pouvoir, ils le disent, les mères le disent à pratiquement toutes. Moi je peux manger du pain toute la semaine, mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est ne pas donner un goûter à mes enfants. Ça c'était quelque chose que j'étais prête à entendre ça. Je savais que on m'avait dit, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté tout ça. Après, c'était ce qui était incroyable dans ce lieu, c'est qu'effectivement, ils avaient aucun souci pour se raconter, parce que j'étais dans l'enceinte de l'épicerie, qu'ils étaient en toute confiance. Et dans cette épicerie, ils éprouvent pas de honte, ils y rentrent la tête haute. Après, moi, le travail, c'était de faire en sorte certains acceptent de mettre ces mots et de me faire partager leur quotidien dans cette difficulté-là. C'est important ce que vous dites, ils rentrent la tête haute, parce que dans les épiceries solidaires, la différence de la distribution dans les Restos du Cœur, par exemple, où on vous donne des packs, dans une épicerie solidaire, en fait, on choisit ses produits en fonction de ce qu'il y a, bien évidemment, parce qu'on verra qu'il n'y a pas toujours grand-chose. Et puis, on paye. Alors, on paye une somme minimale, parce qu'on voit leur addition, pour une semaine, c'est 9 euros, 10 euros, 11 euros, ce qui laisse absolument, stupéfait, quand on voit ça. Mais il y a cette dignité. Vraiment, elle est présente tout au long du documentaire, chez chacune des personnes que vous avez interviewées. Et parce qu'en fait, il y a aussi c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'aide alimentaire, évidemment, le rôle premier, c'est de nourrir. Mais là, tout le travail aussi, à l'épicerie, mais dans toutes les associations, il faut les accompagner aussi, les gens. C'est-à-dire que là, quand elle les accueille, Chloé, les bénévoles, on prend des nouvelles, où est-ce que t'en es dans ta recherche de travail, et alors t'as commencé. Et il y a des ateliers. Il y a des ateliers. Et tout ça, ça participe aussi à reprendre confiance dans soi, dans ce qu'on est, dans le rôle qu'on a aussi dans la société. Et voilà, et ça alors je sais pas si ça fonctionne comme ça partout, si tout le monde a le temps de le faire. En tout cas, là, moi, c'est pour ça que j'ai voulu me poser là. C'est que je trouvais que c'était un point d'ancrage où j'allais éviter, en tout cas, le côté qu'on peut avoir sur ce sujet-là un peu misérabiliste. Voilà, j'avais en tout cas des gens qui étaient prêts à redresser la tête et à rebondir, en fait. Malgré les situations compliquées qui les avaient menés ici. Voilà. Alors Chloé, elle s'approvisionne auprès de la banque alimentaire, et en préparant cette conversation, vous m'avez dit, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière, et la semaine dernière, quand elle est allée chercher auprès de la banque alimentaire, c'est-à-dire une fois par semaine, parce qu'elle y va une fois par semaine, parce qu'elle ouvre le mardi, vous me dites, elle est repartie pour 400 personnes avec 6 yaourts. Mais comment c'est possible, ça ?
Bah, elle se pose elle-même, enfin, elle se pose la question. Tout le monde subit ça de plein fouet, hein, toutes les associations. Mais de toute façon, bon, là, certes, il y a l'inflation, mais c'est quand même un mouvement qui a été enclenché il y a même plusieurs années. Ce que Chloé me disait, quand j'ai commencé à tourner l'année dernière, elle me disait, tu vois, là, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on met, nous, dans l'épicerie, les gens peuvent manger ces quelques repas. Voilà. Avant, une famille pouvait vraiment presque se nourrir une semaine complète. Et donc, petit à petit, les denrées se sont amoindries et les quotas dans l'épicerie, il y en a eu de plus en plus. Avant, il n'y avait pas de quota pour le lait. Avant, il n'y avait pas de quota pour les yaourts. Moi, quand je suis arrivée en tournage, c'était 2 yaourts par personne, par membre de la famille. 2 yaourts. Des fois, il n'y avait pas du tout de lait. Des fois, il y avait des œufs à profusion et des fois, pas de lait, pas d'œufs. Les pâtes, c'est pareil. Enfin, les pâtes, quand on a faim, les pâtes, on peut les agrémenter. Voilà. C'est un paquet de pâtes. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, moi, j'avais vraiment envie dans ce film, parce que là, on parle de chiffres, on dit un paquet de pâtes. Mais qu'est-ce que c'est au quotidien, en fait ? Et moi, je trouve, j'espère qu'on sentira les choses comme ça, c'est que dans le film, quand on voit, par exemple, Laurent qui sort son raisin, qui le met dans sa corbeille de fruits, quand on voit Sabrina qui est tellement heureuse de ramener un poulet entier. Oui, elle dit d'ailleurs, mon fils va enfin manger un poulet. Mais enfin, je veux dire, ça. Et puis, ou Lucie qui est extrêmement heureuse de pouvoir choisir un paquet de gâteaux, je sais pas, aux fruits rouges ou au chocolat. Enfin, je sais pas, c'est des choses. Moi, je trouve ça. Et d'ailleurs, j'ai lu votre note d'intention, évidemment. Et vous dites, vous bossez, vous êtes réalisatrice, vous travaillez pour Canal, vous travaillez pour France Télévisions. Et vous Canal, c'était il y a longtemps. Ouais, enfin bon. Alors aujourd'hui, vous travaillez pour France Télé, presque exclusivement. Enfin, peu importe. Vous dites, la question de la faim, ou plutôt la peur de l'assiette vide, s'est insinuée en moi lorsque je suis devenue maman. Comment vous expliquez ça ? Je pense que c'est. Enfin, vraiment, moi, je me suis posé la question. Alors, c'est sûrement aussi de moi, mon histoire personnelle, mais on n'a jamais eu de difficulté à manger chez moi. Au contraire, ma mère bossait, elle rentrait, elle nous faisait. J'ai jamais mangé de plat préparé. C'est maman qui faisait tout. Et puis, il y avait vraiment le dîner, on était tous les 4 autour de la table, on se racontait notre journée, c'était un moment convivial, chaleureux, et on mangeait bien, sain. Et moi, j'ai eu vraiment, quand j'ai eu mes enfants, juste de me dire, si un jour, je peux juste pas acheter des bonnes choses pour que mes enfants aient du plaisir à manger, que mes enfants grandissent bien. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça. C'est ça, ou c'est le sentiment qu'on a tous aujourd'hui, je crois. Et il y a 20 ans, on avait le sentiment qu'on ne perdrait jamais son job. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, ça peut m'arriver à moi aussi de me faire virer du jour au lendemain. Et puis maintenant, on se dit peut-être tous que notre vie peut basculer. Parce qu'elle peut basculer à cause d'un divorce, qu'on a dit tout à l'heure, à cause d'une voix. D'ailleurs, il y a une des personnes que vous interrogez, j'ai oublié son prénom, elle est absolument formidable, qui dit, l'épicerie solidaire, ça m'a permis de mettre 100 € de côté par mois. Avec ces 100 €, j'ai acheté une voiture à 600 €. Et grâce à cette voiture, aujourd'hui, je peux recommencer à travailler. Donc on voit bien à quel point c'est fragile tout ça. Et puis ils sont tous. Là, Sabrina, elle est en fin de droit. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'elle est à l'épicerie. Donc il y a eu d'abord le côté je me nourris pour pas très cher et l'argent que je ne dépense pas dans l'alimentaire me permet de payer ma facture d'électricité, mon loyer. Et puis, quand elle a commencé à reprendre un peu le travail, finalement, l'argent qu'elle mettait pas, elle a pu le mettre de côté pour avoir une voiture et donc accepter des missions en tant qu'aide-soignante. Oui, parce qu'elle est aide-soignante. Voilà. Mais Laurent, par exemple, lui, au moment où je filme, il est là depuis 2 mois. Lui, c'est vraiment... Là, ça va peut-être me permettre de faire un peu plus d'un repas par jour et de penser enfin à autre chose que qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger demain. Parce que quand on ne pense qu'à ça, je ne l'ai pas vécu, mais on ne peut penser à rien d'autre. Elles sont où ces personnes aujourd'hui ? Laurent, par exemple ? Laurent, c'est dur. Ouais. Laurent, je l'ai eu alors, mais Laurent, il est extrêmement humble et il veut, chacun, ils veulent tellement pas qu'on s'apitoie sur leur sort, donc il ira jamais à me dire que. Mais je sens que là, il est plutôt passé en mode survie, très clairement.
Sabrina, elle arrive à mener sa barque, comme elle dit, à vivre de son propre salaire. Donc ça, elle est contente. C'est pas toujours évident parce que elle aussi, comme tout le monde, elle a l'inflation. Et Lucie et Malik, Lucie, elle a fait beaucoup de concerts. Elle a sorti son album de rap. Mais bon, maintenant, il faut qu'elle puisse en vivre. Donc là, elle a encore 2 mois de chômage et elle se pose vraiment la question de qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Alors, je rajoute juste que l'épicerie, elle appartient au centre socio-culturel. C'est une association. D'ailleurs, Chloé, c'est la seule salariée d'équipe. Et les produits qu'elle va chercher à la banque alimentaire, elle les paye. Elle les paye 80 centimes par personne et par mardi. Donc ça veut dire que chaque semaine, elle se délaisse d'à peu près 320 €. Et qu'elle achète aussi, quand elle le peut, en gros, auprès des jeunes producteurs. Alors on arrive à la fin de cette conversation, Katie. Vous en retenez quoi de cette expérience? Qu'est-ce que ça laisse en vous, ce travail que vous avez effectué dans cette épicerie solidaire? Beaucoup d'optimisme, quand même. Ah oui. Parce que voilà, il y a des personnes comme Chloé et comme tous les bénévoles qui donnent qui ont une énergie à accompagner les gens qui à un moment donné ont une fragilité, et cette fragilité, ils vont, en tout cas j'espère, pour les uns et les autres, en faire une force. Et tant qu'il y a cette énergie-là, cette lumière au milieu du tunnel. Là. C'est ça, exactement. On est fort, non? Ça nous donne des forces à tous, quoi, je trouve. Voilà. Merci, Katie. Donc, mercredi 4 octobre. Le rendez-vous est pris. Exactement, documentaire Infrarouge. mercredi soir, 22h50, deuxième partie de soirée sur France 2. Le début de la fin FAIM, signé de notre invité, Katie Rios-Palma. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain. Merci Jean-Marie, à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.